Bonjour mesdames et messieurs, au micro, Léon Weinstein, ville de Los Angeles, Californie. Eh bien, en ce moment, bien sûr, on discute beaucoup des propositions des États-Unis et de la réponse de l'Ukraine et des Européens à cette proposition. Et il y a beaucoup de spéculations, beaucoup de choses qui se disent, et moi, honnêtement, j'en ai écouté plusieurs et je n'ai toujours pas compris. C'est pourquoi je pense qu'il y en a parmi vous qui n'ont pas très bien compris non plus. C'est pourquoi je propose de faire la chose suivante. J'ai ici la traduction des principales conditions posées par les États-Unis. Et sur un autre écran, j'ai la réaction de l'Ukraine. Et essayons de comparer afin de comprendre par nous-mêmes. Voici la traduction de ce qu'on appelle les principales conditions proposées par les États-Unis pour mettre fin à la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Donc, nous sommes maintenant en avril de l'année 2025. Alors, la cessation des hostilités et les questions territoriales, c'est la première chose qui a été examinée. Un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel le long de la ligne de front actuelle, ce qui gèle en fait le conflit. C'est raisonnable. Aucun pays ne peut repousser l'autre actuellement. Au niveau de l'approvisionnement en armes à l'Ukraine que leur a fourni Biden, et tant que nous continuons automatiquement à leur en fournir, rien d'autre n'était possible. Si nous arrêtons de fournir des armes, la Russie avancera, Si nous augmentons la fourniture d'armes, l'Ukraine, évidemment, avancera. Mais c'est ainsi que l'équilibre, pour ainsi dire, est complet. C'est-à-dire un gel immédiat, parce que vous ne pouvez rien faire vous-même. Deuxièmement, la reconnaissance de jure des États-Unis, c'est-à-dire que les États-Unis reconnaissent la souveraineté russe sur la Crimée. En 2014, il a été annexé sans un seul coup de feu, comme nous le savons. Et l'Ukraine n'était pas prête à la guerre, il n'y avait pas d'armée, il n'y avait pas d'industrie, il n'y avait rien. Et pour ainsi dire, après avoir reçu des conseils, je comprends, de quelqu'un de bien intentionné venu d'Amérique, ils ont dit « Bon, là-bas, ne résistez pas ». Et l'Ukraine a décidé de ne pas résister. Mais ici, il s'agit de la reconnaissance par les États-Unis, c'est-à-dire pas la reconnaissance de l'Ukraine, mais celle des États-Unis. D'accord, de facto. La reconnaissance du contrôle de la Russie sur la majorité des territoires occupés depuis 2022, y compris presque toute la région de Louhansk et les parties occupées des régions de Donetsk, Kherson et Zaporijia. C'est-à-dire ce qui s'est passé en Corée lorsqu'elle a été divisée en deux parties, le nord et le sud. La paix n'a pas été signée, mais il y a eu un accord sur ce qu'on pourrait appeler un cessez-le-feu temporaire, c'est-à-dire une trêve temporaire. Avec la compréhension que nous ne pouvons pas vous repousser et que vous ne pouvez pas nous repousser non plus. Et l'Ukraine récupère certains territoires, y compris la flèche de Kenbourn, Kakhovskaya, sans. La centrale nucléaire de Zaporijia, c'est la Zaporijia Atomna Elektrostantsiya comme on l'appelle, sera placée sous gestion américaine fournissant de l'électricité à la fois à l'Ukraine et à la Russie. Bon, d'accord, donc, c'est-à-dire pour que, si je comprends bien, eh bien, je ne sais pas où ils vont tirer, mais en tout cas, les Russes diront, pour ainsi dire, les Ukrainiens diront qu'ils ne nous donneront pas d'énergie, les Ukrainiens feront pareil, ce sera la même chose dans l'autre sens. C'est pourquoi les États-Unis disent « Nous allons prendre cela en charge », c'est-à-dire que nous assurerons la sécurité et, pour ainsi dire, l'équilibre. Voici maintenant les garanties de sécurité et les conditions politiques. Et l'Ukraine s'engage à renoncer à sa volonté d'adhérer à l'OTAN, mais peut poursuivre sa voie vers l'adhésion à l'Union européenne. Ah d'accord, j'ai déjà exprimé mon avis à ce sujet de nombreuses fois, que Dieu n'accorde pas cela à l'Ukraine. Eh bien, encore une fois, pour ainsi dire, c'est leur affaire. Mais si je menais une activité politique sur le territoire de l'Ukraine, je m'y opposerais très fermement. J'ai déjà expliqué pourquoi. Ainsi, l'Ukraine reçoit des garanties de sécurité de la part de coalitions d'États européens et de tout autre État, mais pas à travers l'OTAN. Bon, d'accord. Donc, l'Amérique et le Canada ne veulent pas qu'on nous implique dans cette affaire, et les autres, s'ils ne veulent pas, qu'ils donnent n'importe quelle garantie de sécurité. Surveillance du cessez-le-feu par les États-Unis et l'Europe, suivie de négociations techniques ultérieures. 500 accords, donc nous surveillons le cessez-le-feu, mais si la Russie recommence quelque chose, alors il y a une coalition d'États européens et d'autres pays pas par l'OTAN.
Ensuite, l'économie et la reconstruction, la mise en œuvre de l'accord sur les ressources minérales entre les États-Unis et l'Ukraine, ainsi que l'élargissement de la coopération économique. Selon moi, c'est excellent pour l'Ukraine. La reconstruction complète de l'Ukraine avec une compensation financière est peut-être possible grâce aux avoirs russes gelés. Je crois que la Russie n'acceptera pas cela. Tout ce qui précède, pour ainsi dire, là on va négocier un peu dans un sens ou dans l'autre. Mais là, je regarde encore une fois, je ne vois rien ici à quoi la Russie s'opposerait fermement. Au fait qu'ils prendront l'argent russe et qu'ils vont compenser avec cet argent. Comment restaurer l'Ukraine? Je pense que la Russie n'acceptera pas cela. La levée progressive des sanctions américaines contre la Russie, conditionnée à une rencontre mondiale avec possibilité de rétablissement en cas de violation de l'accord. Eh bien, encore une fois, c'est sans doute raisonnable, mais je pense qu'il y aura encore toutes sortes de problèmes avec la Russie ici. Principalement, ce sera avec une compensation financière. Eh bien, en dehors de cela, pour ainsi dire, on peut toujours organiser la levée des sanctions de manière à ce que cela convienne aux deux parties. Mais pour l'instant, disons, je ne vois rien de particulièrement mauvais, il me semble, je ne vois pas, et même si je comprends que les Ukrainiens ont trouvé quelque chose. Je ne vois rien de tel, comme on dit chez nous, pour ainsi dire, ou là-bas, pour ainsi dire, je ne sais pas, là-bas. En d'autres termes, quelque chose qui aurait pu rompre l'accord. Les autres dispositions. La Russie s'engage à renvoyer les enfants ukrainiens déportés illégalement, les civils détenus, à procéder à un échange de tous les prisonniers, tous contre tous. En effet, pas à 100%, mais tous contre tous. L'Ukraine obtient un accès sans entrave au fleuve Dniepr. Eh bien oui, pour ainsi dire, naturellement. Honnêtement, je ne savais même pas que dans cette version, l'Ukraine était coupée. Je n'avais tout simplement pas regardé la carte sous cet angle. Et donc, en général, pour ainsi dire, le sentiment serait que l'Ukraine, théoriquement, devrait être satisfaite. De mon point de vue, il y a certaines choses qui, pour ainsi dire, seront bien sûr sujettes à négociation. Comment ils vont échanger, comment ils vont lever les sanctions là-bas, mais le plus gros problème sera avec la Russie, avec la compensation financière. Eh bien, passons maintenant à la réaction de l'Ukraine à la proposition de paix des États-Unis, c'est-à-dire en avril 2025, et les toutes premières lignes. 50 Ukraine a catégoriquement rejeté la proposition de paix américaine dans sa forme actuelle, la jugeant manifestement favorable à la Russie et contraire aux intérêts clés et à la souveraineté de l'Ukraine. Oh, eh bien, ce n'est pas l'impression que j'ai eue. Mais moi, je regarde de l'extérieur alors qu'eux sont à l'intérieur, n'est-ce pas? Les points clés de la position ukrainienne. Premièrement, les concessions territoriales. Les responsables officiels ukrainiens s'opposent catégoriquement à toute reconnaissance formelle ou informelle de la souveraineté russe sur la Crimée ou d'autres territoires occupés depuis 2014 et 2022. Mais il ne s'agit pas que l'Ukraine reconnaisse, il s'agit que les États-Unis reconnaissent. Et je comprends qu'ils peuvent résister là-bas, ce sont les Ukrainiens et d'autres, mais ce n'est pas leur reconnaissance. S'ils peuvent un jour reconquérir ou échanger ou racheter ou faire autre chose, c'est une autre histoire. Ils ne veulent pas que les Américains ou qui que ce soit d'autre reconnaissent. Il n'est mentionné ni l'Europe, ni le Japon, ni la Chine. Ainsi, Kiev insiste sur le fait que la discussion du statut de ces territoires n'est possible qu'après un cessez-le-feu total et inconditionnel, et considère comme inacceptable la reconnaissance explicite des conquêtes russes proposées par les États-Unis. Ça, je n'ai pas compris. Discuter du statut du territoire, c'est-à-dire après un cessez-le-feu total et inconditionnel, mais pourquoi la Russie en aurait-elle besoin? Cela n'a aucun sens, il faut toujours penser aux deux parties. Je comprends ton point de vue et tes besoins, mais il faut aussi considérer les souhaits des autres. La Russie est mieux positionnée que l'Ukraine. Il n'est pas nécessaire de demander des armes à qui que ce soit, ni de s'inquiéter du nombre de soldats. Eh bien, il le faut, mais pour ainsi dire, apparemment pour ainsi dire, ils en ont un nombre nettement supérieur à celui de l'Ukraine.
D'autant plus qu'environ 10 millions de personnes ont fui l'Ukraine. Environ 1 million de conscrits ont fui la Russie, mais cela représente un pourcentage bien moindre qu'en Ukraine. Autrement dit, lorsque la Russie tire, avance, tue, etc. Autrement dit, de leur point de vue, ils obtiendront plus s'ils continuent que s'ils arrêtent. S'ils arrêtent, et surtout s'ils arrêtent sans aucune condition de cessez-le-feu, eh bien, pour un pays comme la Russie, il n'y a tout simplement aucune raison de le faire. Je pense que ce n'est pas tout à fait une déclaration correcte de la part de l'Ukraine. D'accord, garantie de sécurité. Dans la proposition de réponse, l'Ukraine exige des garanties de sécurité fiables de la part d'une coalition de pays européens et d'autres pays. Et qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, c'est ce qui est dit, je crois, oui. Mais pas au détriment du droit de l'Ukraine à avoir une armée forte ou une industrie de défense. À mon avis, rien n'est dit à ce sujet là-bas. L'Ukraine rejette toute limitation sur le nombre ou les capacités de ses forces armées, qui, selon les informations, étaient supposées dans la proposition des États-Unis. C'est-à-dire, selon les rumeurs, quelque chose s'est passé, et à ces rumeurs, le gouvernement ukrainien ou quelqu'un là-bas a répondu. Eh bien, je pense qu'il ne faut pas vraiment répondre aux rumeurs. Il y a un certain document, il y est dit quelque chose, il n'y est pas dit que l'Ukraine doit reconnaître la Crimée. Il n'y est pas dit que l'Ukraine doit limiter le nombre de soldats. Par le passé, la Russie a parfois exigé des choses, quelles qu'elles soient. Donc, il était prévu dans la proposition des États-Unis d'abord un cessez-le-feu, puis des négociations. 50 Ukraine et les partenaires européens insistent sur le fait qu'un cessez-le-feu total et inconditionnel doit précéder toute négociation sur les questions territoriales politiques. Eh bien, je comprends qu'ils veulent cela, mais s'ils étaient en position de force, comme le dit Trump, ils l'auraient déjà. Les cartes maîtresses, c'est une chose, mais comme ils n'ont pas, excusez-moi, de carte maîtresse, alors il ne leur reste qu'à miser. Tu sais parfaitement que la Russie n'acceptera jamais cela, tu le sais très bien. Donc, cette proposition est répétée 2 fois, pour ainsi dire, ici et là, et il est dit que l'Ukraine n'a pas l'intention de s'arrêter. Selon moi, il est hors de question d'offrir à la Russie une proposition qu'elle pourrait accepter. Donc, cela signifie que ce n'est qu'après l'arrêt des hostilités que l'Ukraine est prête à discuter du statut des régions occupées en utilisant la ligne de front actuelle comme point de départ. Donc, ils veulent chasser les troupes russes du territoire ukrainien, sans utiliser leurs propres forces armées qui ne peuvent pas le faire, mais d'une autre manière. Donc, quelqu'un d'autre à leur place devrait forcer la Russie à partir, c'est ça. Sans aucune restriction sur les alliances, bien que la contre-proposition ukrainienne n'insiste pas sur une adhésion immédiate à l'OTAN, elle n'exclut pas non plus cette possibilité à l'avenir. Donc, encore une fois, pourquoi? Est-ce la Russie? Je ne suis pas du côté de la Russie. C'est que, lors des nombreuses négociations et accords que j'ai menés et conclus, elles allaient de moyennes à assez grandes, et j'ai mené des négociations avec des personnes seules, avec des groupes, avec des comités, et ainsi de suite. De plus, j'ai aussi été, pour ainsi dire, médiateur, même si ce n'était pas tout à fait le rôle d'un arbitre. Donc, j'ai une idée approximative de la façon dont les gens pensent. Si cela ne m'est pas nécessaire, d'aucune façon, si je le fais, je n'en tirerai rien. Mais si je ne le fais pas, j'y gagne. Alors pourquoi devrais-je le faire? Eh bien, c'est ça. En d'autres termes, l'Ukraine répond à peu près ceci. Non, nous n'envisageons aucune trêve, nous ne comptons rien arrêter. Qu'ils aillent plus loin et nous allons continuer. Donc, cela n'exclut pas que cela puisse arriver à l'avenir? Pas immédiatement, mais demain, nous rejoindrons l'OTAN. La Russie, à cause de cela, dit-on, du moins, s'est à nouveau agitée. La vérité, le mensonge, on ne sait pas, on dit la vérité. Les Ukrainiens, on ne sait pas la vérité. Les Japonais, on ne sait pas la vérité. Les Français, on ne sait pas. Oui, la Russie dit, nous sommes agités à cause de l'OTAN. Donc, et la Russie gagne la guerre à occuper une partie, 20% de l'Ukraine. Et l'Ukraine pose la condition, arrêter immédiatement, sans aucune condition, un cessez-le-feu inconditionnel.
Et alors nous parlerons avec vous de cela. Eh bien, nous n'allons pas intervenir immédiatement. Vous ne pouvez pas adhérer immédiatement à l'OTAN, la Hongrie s'y oppose, et l'Amérique ne vous laissera pas faire. Et le statut de l'OTAN dit que vous n'avez pas le droit d'adhérer tant que vous êtes en conflit armé avec la Russie. Ce n'est donc pas une concession, mais simplement une discussion. Le retour des déportés et des prisonniers. Eh bien, il semble que tout allait normalement là-bas. 50 Ukraine exigent que la Russie, sans condition, rende les personnes déportées illégalement. Ils devaient absolument écrire dans le texte « déportés illégalement » pour irriter les Russes. Je comprends. Donc, il ne s'agit pas de rendre les enfants. Il s'agit de raconter cela au monde entier et d'irriter les Russes. Des enfants ukrainiens déportés illégalement et des civils détenus. Elle a également organisé un échange de prisonniers selon le principe « tous contre tous ». Donc, tout ce qu'ils ont ajouté, c'est bien sûr aussi les personnes déportées illégalement. Oh, c'est une cour de récréation. Rétablissement et compensation. 50 Ukraine insiste sur, c'est-à-dire encore une fois. Je comprends que les gens sont émus, mais bon sang. Eh bien, quand tu es à la tête d'un État ou à la tête d'une grande entreprise ou d'une grande organisation, tu as suivi une certaine école, tu dois savoir t'élever au-dessus des émotions. Parfois, on a envie d'être violent, que ce soit avec une chaise ou un marteau. Mais tu ne le fais pas parce que tu comprends qu'il ne faut pas le faire, sinon ce sera encore pire. Autrement dit, les enfants ne peuvent pas se retenir et font pipi alors que les adultes doivent quand même savoir se retenir. Ainsi, l'Ukraine insiste sur une compensation financière complète pour les dommages causés par la guerre. Là-bas, seul le mot complet était écrit, sans rien d'inséré, d'accord, en entier. Complète. Y compris l'utilisation des avoirs russes gelés. C'est-à-dire qu'ils veulent inclure ce point tout de suite, et pas Bouddha peut-être, mais obligatoirement en incluant l'utilisation. Mais c'est déjà le troisième point dans leur réponse qui ne permettra pas de parvenir à un accord avec la Russie. Et il appelle à la poursuite de la coopération économique avec les États-Unis. Il appelle, mais les États-Unis proposent, selon moi, désolé c'est une cour de récréation, l'Ukraine et ses alliés proposent une levée progressive des sanctions américaines et européennes contre la Russie uniquement après l'établissement d'une paix durable. Définissez la paix durable. Je ne comprends pas ce que cela signifie avec la possibilité de les rétablir en cas de violation de l'accord avec la Russie. Eh bien, à mon avis, c'est toujours la même chose, sauf la paix durable. Encore une fois, c'est une condition qui doit être discutée lors des négociations et non imposée. Eh bien, je ne sais pas. Position de l'Ukraine, les responsables ukrainiens ont qualifié le plan des États-Unis comme offrant à la Russie des avantages évidents et tangibles, sans garantie claire pour l'Ukraine. Le président Zelensky a de nouveau souligné que l'Ukraine n'acceptera aucun règlement qui légitime l'occupation russe de la terre ukrainienne, qualifiant une telle proposition de ligne rouge. Et dans quel sens ? C'est-à-dire, si la Russie ne quitte pas le territoire de l'Ukraine, elle ne partira pas tant qu'on ne l'en aura pas chassé. C'est-à-dire, soit des forces militaires, soit quelque chose de ce genre se produit qui oblige la Russie, la tête baissée, à s'enfuir de là-bas. Je ne sais pas. Peut-être une attaque de la Chine contre la Russie de ce côté-là. D'accord, essayons. Donc, voilà, donc l'un contre l'autre. Donc, la question de la Crimée et des territoires occupés. L'Amérique dit, nous reconnaissons. Mais la Crimée et les territoires occupés, ce n'est pas tout à fait bien écrit. La Crimée, l'Amérique reconnaît la Crimée comme russe. Et le reste, c'est une reconnaissance de facto, donc sous contrôle russe, et à cela, l'Ukraine répond « Il n'y a pas de reconnaissance de la souveraineté russe ». Le statut sera discuté après le cessez-le-feu. D'accord, donc on a cessé-le-feu, un cessez-le-feu inconditionnel. Et il y a un mois pour cela, oui, et en un mois. La Russie s'y repose, amène de nouvelles troupes, fait des rotations, répare, équipe l'armée avec du nouveau matériel, tout ça. Et exactement dans un mois, elle sera prête à lancer une offensive encore plus puissante en profondeur de l'Ukraine.
Et pendant ce temps, est-ce qu'ils négocient ou pas? La Russie est connue pour traîner, pour ainsi dire, les négociations ici. La Chine traîne, la Russie traîne, même les Arabes le traînent parce qu'ils se demandent de quel côté être. Donc, l'empereur va s'essouffler. Le nombre d'ânes là-bas, pour ainsi dire, va s'épuiser. Garantie de sécurité, garantie de limitation de l'armée. Qu'est-ce que cela signifie? C'est une méthode de garantie de limitation de l'armée. Garantie, virgule, limitation sur l'armée. Je ne me souviens pas qu'aux États-Unis. Voyons voir. Encore une fois, les États-Unis ont-ils proposé de limiter l'armée ukrainienne? Si c'était le cas, je ne l'ai pas vu. Je m'excuse. De facto, rend des garanties de sécurité, reçoit des garanties de sécurité. Il n'y a rien, rien n'a été dit. La garantie de sécurité, c'est le refus de chercher à rejoindre l'OTAN et l'obtention d'une garantie de sécurité de la part de la coalition européenne et d'autres États. Surveillance des États-Unis, négociations techniques ultérieures. C'est-à-dire, à mon avis, il n'y a pas eu une telle chose. Voilà. Et l'Ukraine dit que ce sont des partenaires fiables. Des restrictions fiables. Bon, d'accord, cessation non, immédiate, puis négociation, dit la partie américaine, et l'Ukraine répond, cessation totale, inconditionnelle, avant les négociations. Bon, immédiate, puis négociation, et totale, inconditionnelle, puis négociation. À mon avis, c'est la même chose, bien que, peut-être, je me trompe. Donc, l'adhésion à l'OTAN, l'Ukraine renonce à sa volonté de rejoindre l'OTAN. Seul Dieu sait ce qui arrivera dans 20 ans, n'est-ce pas? Peut-être que la Russie n'existera plus, peut-être que l'Ukraine sera différente, je ne parle pas de la Russie. L'Ukraine n'exclut pas une adhésion à l'OTAN, bien que ce ne soit pas immédiat, ce qui provoque une fois de plus la Russie. Sanctions. L'Amérique parle d'une levée progressive à condition qu'il y ait la paix. Les Ukrainiens ont ajouté le mot « durable », signifiant une levée progressive après une paix durable. D'accord, donc, la restauration et la compensation, l'Amérique parle de compensation. La source n'est pas encore claire, l'Ukraine parle d'une compensation totale pour l'utilisation des avoirs gelés de la Fédération de Russie. Déportation et prisonniers. L'Amérique dit qu'il faut absolument inclure cela, et l'Ukraine parle d'un retour inconditionnel et d'un échange de tous contre tous. Absolument la même chose, mais avec des mots plus longs et un ton plus menaçant. L'Ukraine, en coordination avec ses partenaires européens, insiste sur la garantie de la souveraineté, de l'intégrité territoriale et de la sécurité à long terme et s'oppose à toute régulation qui formaliserait les conquêtes territoriales de la Russie. D'accord, qu'elle formalise. Il s'agit bien sûr du fait que l'Ukraine doit reconnaître, oui, ou peut-être, disons-le ainsi, il s'agit de certains accords internationaux et d'autres choses de ce genre. Mais, à mon avis, la conversation portait uniquement sur les États-Unis et uniquement sur la Crimée. Je comprends qu'après que les États-Unis ont reconnu la Crimée, il sera déjà difficile de la rendre. Mais, honnêtement, ici la discussion porte sur le fait de continuer à se battre avec on ne sait quelles armes, on ne sait pas pendant combien de temps. Et il semble que si les armes restent au même niveau qu'avec Biden, ou même moins, ou qu'il n'y en aura plus du tout, ou qu'elles viendront seulement d'Europe, alors l'Ukraine ne fera pas que résister longtemps, mais restera en fait seule face à la Russie. Et, très probablement, dans un délai de 6 mois, 1 an, 2 ans au maximum, elle cessera d'exister en tant que pays indépendant, et ensuite ce sera à la Russie, au Kremlin de décider, la démembrer, la déclarer dépendante, en faire une partie indépendante de la Russie ou quelque chose de ce genre. Et si des négociations commencent, alors, au moins de facto, 80% du pays restera indépendant. 20% restera sous oppression, sous joug, sous occupation et ainsi de suite, et la Crimée cessera d'être ukrainienne. Mais l'Ukraine ne le reconnaîtra même pas.
Et il me semble que je l'ai déjà dit que les représentants ukrainiens de l'Ukraine, en formulant toutes ces exigences, ils comprenaient parfaitement qu'ils arrêtaient, interrompaient, empêchaient en toute possibilité de poursuivre les négociations. La Russie répondra naturellement de manière compréhensible à cela. Et je pense et je crains que ce qui va se passer ensuite, ayant compris, comme Rubio vient de le dire, ou peut-être est-ce cela. Vance a dit que si nous découvrons maintenant, dans les 2 ou 3 prochains jours, que l'Ukraine et la Russie sont très éloignées l'une de l'autre, et nous comprendrons que nous n'avons pas pu, en 100 jours, les 100 premiers jours de la nouvelle Maison-Blanche, organiser au moins un cessez-le-feu, je ne parle même pas de paix, alors nous partirons probablement. C'est-à-dire que nous, disons, les gars, nous ne pouvons rien faire, débrouillez-vous, au revoir, voici l'Europe, réglez tous vos problèmes vous-même. Je ne ressens pas dans la proposition de l'Ukraine le sentiment que cela puisse arriver. Ils pensent toujours que Donald Trump bluffe et que pour certaines raisons, comme sa cote de popularité dans le pays, son désir de gagner en 2026, etc. À cause de tout cela, il ne fera pas ce qu'il dit. Je voudrais attirer votre attention, mesdames et messieurs, sur le fait qu'en général, habituellement, 40, 45, au maximum 50% de ce que les présidents promettent, ils le font réellement. Donald Trump est unique à cet égard. Parce que, pendant son mandat précédent, c'est-à-dire, quand il était le 45e, oui, président, le 45e, il a accompli 72% de ce qu'il avait promis, et pour le reste, il a essayé. Et pour toute une série de raisons, là-bas, il y a parfois la trahison des siens, là-bas, il y a McCain, parfois il y a autre chose, parfois il a mal évalué ses forces, comme avec le mur, n'est-ce pas? Malgré tous ses efforts, il n'a pas réussi. Il tient ses promesses, mais n'y parvient pas à chaque fois. Donc, si Trump et après lui encore 3 de ses collaborateurs, Carol Levitt, J.D. Vance et Mark Rubio, disent la même chose, alors très probablement c'est leur décision commune. À savoir si nous comprenons que nous ne pourrons pas accueillir ces personnes si elles ne manifestent pas le désir, l'intention de mettre fin au massacre, alors. En fin de compte, cela fait 7 à 10 000 kilomètres de chez nous. Et si vous tenez vraiment à vous entretuer, alors continuez. Quand vous vous serez remis, venez nous voir, nous essaierons de vous aider quand vous serez prêts. Et c'est très réconfortant, oui, que nous ayons lu cela avec vous. Je ne sais pas si la Russie a déjà réagi là-bas ou non. Honnêtement, je n'ai pas regardé, car officiellement, selon moi, cela n'a pas encore été envoyé à la Russie. Bien sûr, Witkoff montrait là-bas, consultait, parlait, et je pense que ce qui est écrit là est le résultat de 3 ou 4 visites de Witkoff. Et 3 ou 4 heures chacun, Une fois, ils ont parlé avec Poutine, Poutine était là, regardez combien de temps cela a pris. Je n'ironise pas en ce moment. Que j'aime ou non, le président, le chef de l'État, surtout d'un grand pays, a énormément à faire. S'il se concentre sur quelque chose en particulier, c'est que c'est très important. Je pense que c'est incroyablement important, peut-être pas tout à fait comme les Ukrainiens le voudraient, mais c'est incroyablement important pour Poutine, pour le Kremlin, pour la Russie et pour la population de ce pays. Voilà, messieurs, c'est réglé. Si vous avez des réflexions à ce sujet, écrivez-nous. Je lis toujours vos commentaires et remarques avec plaisir et j'essaie d'y répondre. Au revoir.